Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Je vais donc aborder un sujet qui est tabou, mais bon, hein, vous savez, ça va être Hélène dans tous ses états. Je mets les pieds dans le plat, dans tous les plats, hein. Alors, nous allons parler de sexualité. Et nous allons parler de sexualité, accrochez-vous, mesdames et messieurs, peut-être d'une façon dont on ne vous a pas parlé auparavant. Alors, on va rentrer dans la sensualité, dans la délicatesse, dans l'intimité. Et on va se pencher sur la sexualité que monsieur et madame tout le monde connaît. Et j'ai envie d'aborder la sexualité d'une autre façon. Mais dans un premier temps, quand on parle de sexualité, la sexualité entre guillemets basique, il s'agit de quoi? Il s'agit d'excitation et de décharge. Alors, bien sûr, on va mettre sous couvert, soit ça va être de plus en plus, enfin, je dis de plus en plus, malheureusement, juste comme on appelle ça, des plans cul. Ça va être du défouloir. Après, on peut aborder cela avec plus de romantisme, sous couvert de je t'aime et donc de désir sexuel empreint de projection émotionnelle et magnétique et voilà, hein. Ça fait des papillons dans le ventre. Il y a toute forme de sexualité, mais dans ce sens-là, elle peut être plus ou moins saine. Mais celle qui est connue est souvent une excitation et une décharge. Donc on a excitation, tension dans le corps, la petite montée d'adrénaline, hop, l'accumulation d'énergie et après ce que on appelle l'orgasme, le relâchement ou souvent la simulation pour les femmes. Alors, ça nous donne quoi? Du plaisir intense, très localisé, donc à fond les ballons sur le focus sur le panier à salade. Ça dépend d'une stimulation et d'une performance bien souvent malheureusement et d'un relâchement rapide et l'énergie retombe. Alors après souvent on blague et c'est de la mauvaise blague, on a un monsieur à côté de nous qui ronfle, voilà. Donc l'énergie ne circule pas dans tout le corps et il y a souvent des dépendances au résultat, à l'excitation, zoom sur les étalons, sur la performance, sur encore des rôles, des masques, Et là, en fait, cette sexualité-là, finalement, elle est programmée, elle est dépendante d'un énorme égrégore qui va se subdiviser en fonction de si c'est plus ou moins sain. Mais on va voir aussi, bien sûr, je n'ai pas parlé de celle-là, la sexualité qui est purement reproductive, avec les gros programmes chez les hommes et les femmes, surtout chez les femmes, qu'il faut absolument avoir des enfants. Et donc on fait ça sans même avoir une once de conscience, c'est une nécessité purement égoïste, le corps qui veut reproduire et assurer la descendance. Des fois, ça demanderait un pas de recul parce que malheureusement, quand on voit ce qui se passe, c'est dur ce que je vais dire, mais il y a des gens qui auraient mieux fallu s'abstenir. On voit après ce que ça génère comme souffrance chez les enfants. C'est ainsi. Mais tout ça, ce sont des programmations. Cette sexualité-là est complètement empreinte d'un astral et d'une inconscience, voire d'une ignorance. La souffrance des gens, au-delà de la sexualité, de toute façon, elle est menée par l'ignorance et l'inconscience des gens qui les retient et qui les maintient dans la souffrance et dans l'arrogance de leur médiocrité, de leur petitesse, et c'est très triste tout ça parce que c'est de l'ignorance. C'est beaucoup de manipulation astrale et de charges
intégrer. Souvent aussi, ce qui se passe, alors je vais vous dire des choses, hein, il faut pas être paranoïaque non plus, hein, faut pas vous casser votre petit plaisir. Mais ce qui se passe aussi dans l'astral, malheureusement, quand on est hypersensible comme moi, eh bien, on comprend ce qui se passe, que ce soit juste des gens qui se font juste des câlins, juste des amis ou des gens qui se font des câlins. Il faut voir le point d'origine, qu'est-ce qui est véhiculé. Et bien souvent, en fait, ce sont des gens qui partent depuis un point de carence, un point d'inconscience, un besoin affectif, et donc il y a de la prédation. Sur tout ce qui est nécessité affective, il y a énormément de prédation inconsciente, donc les gens ils veulent bien faire, hein, mais souvent c'est très gentil, ça part d'un élan, mais qui se veut bienveillant, mais ou qui se veut entre guillemets aimant, mais je vous ai fait des capsules à venir, à quoi ressemble ton je t'aime. Parce que bon, ton je t'aime, il est forcément conditionné de par ton environnement au niveau de l'enfance. Donc finalement, ce que tu vas partager après dans l'intimité, vous savez, dans l'intimité, ce qui se passe, c'est que vous pensez que vous êtes avec Polo ou avec Paulette, mais en fait, quand vous rentrez dans cette grande intimité, par derrière, c'est la meilleure façon de se polluer. Quand c'est pas fait en conscience, quand c'est pas fait de façon alignée. Parce que quand vous êtes en train de faire vos petites choses avec Polo ou Paulette, vous vous tapez aussi toute la génération, donc vous êtes aussi avec le père, la mère, le grand-père, la grand enfin, tout l'arbre. Vous rentrez en résonance, hein, si vous êtes avec Polo ou Paulette, c'est pas pour rien. Donc il y a des résonances, hein, donc ce sont des échanges de fichiers, moi j'appelle ça comme ça, de fichiers ou de fichiers, enfin bon, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Vous avez alors souvent, par exemple, les hommes ont quand il y a eu plusieurs compagnes, eh bien ils ont été harponnés. Ils ont été harponnés, et pas que de cette vie-ci de toute façon, et leurs parties intimes sont souvent très harponnées. Et donc, vous pensez que vous êtes avec Polo, mais en fait, vous êtes avec toutes ses ex aussi. Hein, et il en va de soi avec Paulette aussi. En fait, il y a beaucoup d'inscriptions là-dedans et ça demande en fait de sortir le plumeau. Moi, c'est une des premières choses que je fais, hein, que ce soit en séance quand on aborde des sujets autour de l'intimité, chose que les gens font rarement en séance, mais moi je vais toujours là-dedans parce que c'est tellement important. Hein, c'est la zone du bassin, c'est là où normalement on est censé s'incarner. C'est le Graal, c'est le siège, d'accord? Donc c'est là où il y a toutes les mémoires, ok? Donc si cet endroit-là n'est pas clarifié, comment voulez-vous vous incarner correctement et ce que quand vous allez vous ouvrir, votre bassin, il faut pouvoir l'ouvrir aussi et que ça soit un flux. Donc il y a un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Alors bien sûr, ça ne se force pas, hein. C'est quand c'est mûr, ça se propose, d'accord? Euh, alors, moi, je voulais aborder bien sûr l'aspect de la sexualité encore autrement. C'est-à-dire qu'on va prendre un pas de recul. Et je vous ai dit que depuis gamine, je suis une voie interne d'unification que j'ai appelée une voie tantrique. La voie tantrique, si vous tapez tantra sur internet, vous allez avoir toutes les voies déviées, d'accord? Donc ça a été rapporté d'Asie, hein, d'Inde, et notamment ça vient du bouddhisme tantrique, mais ça c'est beaucoup moins connu. Ça a été complètement dévié cette chose. Donc pour avoir très tôt les médiums, les gens, quand ils lisaient ma structure, que j'étais vraiment gamine, donc m'ont dit que j'étais une femme tantrique et que j'étais une initiatrice à ce niveau-là. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et très jeune, petite vingtaine d'années, j'ai été amenée à rencontrer des gens qui étaient dans ce milieu-là et tout de suite me disaient: «Oh là là, Hélène, il y a une puissance là au niveau du bas-ventre, du machin» et
tu fais du tantra, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est très très puissant, le feu, etc. Et je ne savais pas, je comprenais pas trop. J'en avais, pour tout vous dire, j'en avais plus peur qu'autre chose. Hein, ça fait que depuis très peu de temps que je commence à vraiment bien, de plus en plus, on va dire, intégrer cela. Et même si j'ai eu ces initiations internes très particulières, hein, que ça se révèle en soi, sont des voies qui sont secrètes. Donc, en tantra, hein, j'ai fait très jeune une semaine de tantra femme. Et en fait, j'ai découvert que les gens alimentent des égrégores extrêmement malsains, pour ne pas dire démoniaques. Enfin, parce que en fait, au niveau de l'astral, quand vous commencez à voir les entités, eh bien, elles détestent être vues. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est soit vous, soit elles. Et vous pouvez passer un très sale quart d'heure. Euh, Parce que moi, bien sûr, en ayant pratiqué cela, au début, je savais pas trop, j'ai fait confiance et je suis passée par quelqu'un d'extrêmement connu. Et après, je me suis aperçue que, en fait, cette personne connectait des choses, les gens à un réseau extrêmement malsain d'entités et d'égrégores, et les gens alimentent cet égrégore. Alors quand c'est merveilleux, tu es dans des formes d'extase et d'inconscience de toi, dans un espèce de spirituel complètement dévié, soi-disant love, bienveillant, et des états de grâce et tout ça, et qu'on voit qu'est-ce qu'il y a derrière, on se bat blesse, on va dire, bref. Donc, quand on commence à remettre tout ça en question, forcément, les vrais gardiens montrent leur visage. Et là, c'est simple, c'est soit vous avez suffisamment de puissance, de conscience, et l'initiation interne va vraiment commencer à ce moment-là. Et vous allez arriver à dégager et vous rappeler, parce que ça date pas de cette vie-ci, toutes les initiations auparavant que vous avez prises pour dégager ce bordel. Et vous passez vraiment un sale quart d'heure. Soit, eh bien, vous faites réabsorber, soit on vous tabasse la gueule par des choses que vous ne percevez pas. Donc, hein, et ça rigole pas. Hein. Moi, j'ai vu mon ex-mari, un grand gaillard, mais un grand bonhomme, hein, à terre, se faire tabasser par des choses qu'on ne percevait pas. Et je devais, bien sûr, comprendre comment dégager ce bordel. Donc, croyez-moi, il y a des choses, les gens ne savent pas. D'accord? Et donc, tant que vous êtes un gentil petit mouton qui croit qu'on fait de la gentille petite magie, des gentils petits soins, eh bien, tout va bien. Hein. Votre énergie sert à alimenter ces égrégores soi-disant spirituels qui se veulent bienveillants. Et quand vous commencez à gratter, je peux vous dire qu'il se passe autre chose. Mais c'est le début de la libération aussi. Donc, on va revenir sur le sujet qui était la sexualité. Et donc, dans cette voie tantrique, bien sûr, qui est donc un processus interne d'unification et de transformation profonde, où on va réintégrer les archétypes déviés. Je vous fais référence à mon livre L'alchimisation des archétypes déviés, que vous trouverez sur mon site internet à l'onglet livres. Eh bien, comment dire, on va réintégrer tout un tas d'archétypes. C'est une intégration interne. Et quand on vient se situer à un niveau sexuel, bien souvent, en fait, le chemin, il est ardu, parce qu'on va traverser beaucoup toutes les mémoires du bassin, qu'elles soient collectives, karmiques, transgénérationnelles ou personnelles. Et donc, on va venir transmuter et rentrer dans tout ce qui est de l'ordre des abus, de l'ordre des tentations, de l'ordre des séductions, de l'ordre du pouvoir, de l'ordre des violences, voilà. Donc moi, ce sont des choses que j'ai vécues dans ma vie personnelle, et des choses que j'ai touchées à niveau collectif, à niveau plus large. Hein, et c'est pour ça aussi que j'ai souvent des gens que j'accompagne dans des choses un petit peu compliquées. Donc, ça va faire que dernièrement, moi, j'ai réintégré des archétypes féminins extrêmement puissants
diabolisées, qui sont celles de la pute et de la sorcière. L'énergie brute de la pute et de la sorcière, on n'a pas envie de la rencontrer. Moi, pendant très longtemps, en fait, je les ai fuis. Ils sont souffrants, ils sont extrêmement inconfortables. Mais quand on les réintègre, il s'agit là de la puissance réelle de la femme. Pourquoi vous croyez que ça a été diabolisé? Pourquoi vous croyez qu'on a fait des chasses aux sorcières? Pourquoi on a coupé? La femme, elle a été totalement domestiquée. Alors déjà, elle a été totalement domestiquée, donc elle s'est tapée tout le patriarcat, ok? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un pseudo la libération de la femme, hein, la femme au même titre que l'homme. Donc l'homme, la femme est devenue avec une paire de couilles. Donc on l'a sortie des foyers, on l'a sortie d'auprès des enfants, on l'a sortie auprès de son mari et de son compagnon. Et la femme n'est plus femme maintenant. La femme est chienne, la femme est tout ce que vous voulez, hein, mais la femme, elle se croit libre, elle se croit les mêmes droits que l'homme, mais ça fait une femme qui est déviée en fait, hein, et les hommes ne sont plus des hommes. Les hommes ne sont plus des hommes, hein. Et ça va encore plus loin maintenant, la déviation de l'homme et de la femme, vu on intègre maintenant du transgenre. Donc pour moi, ça c'est une abomination, ce genre de choses, hein. Donc je suis désolée, hein, le politiquement correct, je m'en fous. Pour moi, un chat, c'est un chat, et vous me ferez jamais croire que un chat, c'est un dindon. D'accord? Donc un dindon, c'est un dindon, et un babouin, c'est un babouin. Donc un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Donc c'était suffisamment dévié auparavant, hein, au niveau de l'homme et au niveau de la femme, au niveau des abus, au niveau des pouvoirs, au niveau des quêtes de prédation. Mais si on en rajoute un cran en plus, voilà, bon, il faut pas s'étonner que les gamins soient perdus. Donc, quand on réintègre l'archétype de la pute, on va rentrer dans le plaisir libre, dans la jouissance assumée. On va réintégrer le charme, la séduction, mais plus comme un pouvoir, plus comme une manipulation. Parce que, en fait, la séduction, le charme mal placé, ça nous donne, en fait, chez les femmes, ces femmes qui sont des séductrices, qui sont des manipulatrices, qui sont dangereuses, qui sont des castratrices aussi, qui utilisent les hommes. Alors, moi, ce sont des femmes, bien sûr, qui sont en souffrance, mais qui utilisent cette espèce de pouvoir de façon totalement déviée sur les hommes, et qui deviennent du coup des putes ou des sorcières, et qui ont aussi des langues de vipères, des commérages, des choses extrêmement déviées comme ça. Mais quand la pute est réintégrée, on vient toucher à une puissance et une conscience. On vient mettre la conscience dans l'ondulation de la vie, dans l'ondulation du plaisir, dans l'ondulation du corps. Et elle devient initiatrice, cette femme, hein. Je vous ai fait la femme initiatrice dans une capsule. Donc elle réintègre le plaisir assumé dans le corps et incarné. Et au niveau de la sorcière, elle réintègre le pouvoir, l'indépendance, l'autonomie, la clairvoyance, la conscience, la souveraineté, hein, la magie interne. Alors c'est pas magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui, ni la magie abracadabra de ces pseudo-personnes là qui se prennent pour des magiciennes et qui vont se déguiser en je sais pas trop quoi et faire je sais pas trop quoi avec des énergies d'Isis et de je sais pas quoi, d'accord, hein, donc là on est dans des formes d'inconscience et de pouvoir. Je parle de quand on intègre réellement la puissance de l'esprit dans son bas-ventre, et que là on est depuis un surmental ou un supramental, et qu'on a un feu qui est juste et aligné. Et là l'amour devient inconditionnel. C'est un flux. D'accord? Donc on va avoir des dépolarisations et des suppressions de blocage, des circulations libres d'énergie, et l'orgasme va bien sûr être expansif et méditatif. Ça va être un éveil, ça va être une voie d'éveil, et là on retrouve bien sûr la sexualité tantrique, qui est une sexualité expansive et méditative, une sexualité d'éveil. Je vais y revenir. Donc on vient intégrer une puissance, une jouissance, une présence, mais une présence à soi, une présence dans le corps. Je parlerai de l'archétype réintégré pour l'homme plus tard, d'accord? Je reviens en fait au niveau de cette sexualité tantrique qui, bien souvent, pour ma part, en fait, il n'y a pas vraiment de sexualité, hein. Je suis très souvent, enfin pour depuis très longtemps, abstinente, parce que toutes mes pratiques sont internes, hein. Parce que je ne peux pas me mélanger avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Je suis extrêmement sensible. J'aurais éventuellement ce genre de choses-là.
se font depuis une fréquence, une vibration et un alignement au niveau sexuel, au niveau physique. Donc dire, bah non, il y a que le cœur qui compte. Non, si vous n'avez pas de magnétisme sexuel et d'attraction physique, non, je suis désolée, voilà. Donc c'est un alignement à plusieurs niveaux, un alignement au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. C'est un flux, une délicatesse, une subtilité au niveau des corps. C'est un alignement au niveau de l'esprit. C'est un alignement au niveau du regard. Et rien qu'avec un regard, on fait l'amour. On fait l'amour, mais faire l'amour, c'est laisser passer le fluide, le souffle, l'inconditionnel. Et on peut faire l'amour à un illustre inconnu ou une illustre inconnue, à un grand-père dans la rue ou une grand-mère, à un homme, à une femme qu'on ne connaît pas, à nos animaux, à des enfants, juste par une présence, juste par un regard, juste par une qualité d'être-té. Alors là, vous allez comprendre que faire l'amour, c'est autre chose. Ce n'est pas tant faire l'amour, c'est être l'amour, c'est incarner l'amour. Et quand deux êtres se rencontrent comme ça dans cet alignement, dans cette délicatesse, dans cette vulnérabilité, dans cette fragilité, dans cette authenticité-là, dans ce dépouillement-là, c'est un chemin en soi et vers l'autre, c'est une confiance, c'est une tendresse, c'est une communication vraie, où on va vague par vague pénétrer la vulnérabilité, les peurs. Et on va apprendre à ouvrir le corps. Il faut ouvrir le corps, commençant par les pieds, en remontant doucement, sans quête d'orgasme, d'excitation. On vient honorer l'être, on vient reconnaître l'être, on vient accueillir l'être, avec tellement d'amour, avec tellement de fragilité et parfois même de maladresse. Parce qu'à chaque fois, on découvre un petit peu plus. Alors, dans ce tâtonnement, dans ces balbutiements, on vient ouvrir le corps. Et là, la voie tantrique réelle, quand elle pénètre le corps, il faut comprendre ce qu'elle apporte. Elle vient faire, contrairement à l'autre, la sexualité basique, où on est dans de l'excitation et un système nerveux qui est à bloc, on rentre dans un système nerveux qui va se relâcher. Confiance. Donc vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui. Confiance. Confiance. Donc on n'est pas dans des projections astrales, émotionnelles, en veux-tu, en voilà. On est là, on rencontre un être et on ne sait pas pourquoi ça clipse. Il y a une forme de magnétisme, il y a quelque chose qui fait que là c'est bon. Il y a une voie qui s'ouvre, c'est une voie qui s'ouvre. Une voie qui s'ouvre à plusieurs niveaux. Et on va écouter l'élan. Et donc on est dans de la non-saisie. Il n'y a pas de contrôle ni de possession. Dans une non-quête. Il n'y a pas un besoin d'orgasme, et souvent dans ces voies-là, d'ailleurs, il y a même pas d'éjaculation. S'il y a éjaculation, il y a éjaculation. S'il n'y a pas éjaculation, on s'en fout. Parce que c'est une danse, c'est une ondulation. C'est une vague ensemble. C'est une découverte. C'est une ouverture corporelle. Donc il y a des massages, beaucoup de massages. Et des fois, ça va être juste du massage. Et il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas de pénétration, il y aura juste du massage. Et des fois, on n'ira même pas jusqu'au panier à salade. D'accord? Donc ça va pas être le requin qui se rapproche doudou, doudou, doudou. D'accord? Peut-être qu'on va tourner autour du pot. Et on va sentir le désir, le plaisir, la sensibilité, la vulnérabilité. Peut-être qu'on va juste laisser un peu se tendre et juste laisser là, en paix, en délicatesse, en tendresse. Et petit à petit monter d'un cran. Mais sans recherche d'excitation, ça peut être ludique, on peut utiliser tous les sens. Mais c'est toujours dans le plus grand respect de soi et de l'autre et dans un dépouillement. Ou parfois on peut dire là, je ressens que ce n'est pas confortable. Là, il y a une peur qui remonte. Et il peut y avoir des larmes, c'est très guérisseur. Il peut y avoir des larmes parce qu'on rentre dans la vulnérabilité. Il peut y avoir des éclats de rire. Alors la sexualité n'est plus une identité, on n'a plus rien à prouver.
c'est l'être qui rencontre l'être, au cœur de lui-même, au cœur de tous ses corps, au cœur de ses corps subtils, au cœur de son corps physique. Donc forcément, quand il y a ces grands relâchements, il va y avoir des remontées parce que les cuirasses vont s'ouvrir et se libérer. C'est une respiration ensemble. On va petit à petit, du coup, avoir une énergie qui circule dans tout le corps. Elle n'est pas juste dans le panier à salade. Elle est dans tout le corps. On va rentrer dans une sexualité qui est en même temps très incarnée, de par le massage, de par la présence, et qui va devenir transcendant. Donc, à la fois, le corps est pleinement présent dans une énergie expansive et en même temps transcendée. C'est donc une finesse. Alors, ce n'est pas obligé que ça soit toujours comme ça. On peut revenir aussi à ce que les gens savent faire. Et dans ce cas-là, je dirais avec beaucoup de joie, beaucoup de ludique, hein, beaucoup de taquinerie. Et c'est là que la séduction, dans l'autre sexualité aussi, peut être la séduction, mais pas manipulatrice. La séduction ludique et innocente, le charme et le bienvenu. Parce que du coup, ça suscite aussi une ouverture, ça vient transcender toutes les identités, hein, vraiment, parce que ça crée des souffrances, ça crée des complexes aussi, au niveau de la sexualité, notamment au niveau des hommes, hein, parce que on va, et même au niveau des femmes, on a toujours ce est-ce que c'est un bon coup? Ou là, putain, lui, c'est un super étalon. Mais non, je suis désolée, les grands coups et toutes les positions du Kama Sutra ne fait pas le bon coup. Bien souvent, en fait, tout ça, ce sont des parades. Et en fait, on fait des choses avec des gens qu'on ne connaît pas, on passe à côté parce que on ne rentre pas dans le cœur de l'être. Alors, bien sûr, il en faut pour tous les goûts, hein. Et moi, j'aborde bien sûr la sexualité au niveau de la conscience. Et quand on aborde la sexualité au niveau de la conscience, on rentre dans cette délicatesse et on fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. On va écouter le corps, comment il est appelé, sans honte. Et ça, c'est une autre chose quand on réintègre l'archétype de la pute et de la sorcière et on se libère de la honte, de la culpabilité et d'un certain nombre de complexes qui est venu brider la sexualité, qui a pu créer des grands fantasmes, des déviations et des frustrations, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Les massages, si je reviens à cette autre approche, sont pour moi importants, hein. Du dos, du ventre, de la nuque, des épaules, du bassin, du périnée, etc. On va créer des micro-étirements doux et libérer les tensions. La respiration profonde pour relâcher le mental et les blocages. On va venir créer, comme je vous dis, une ouverture, une réceptivité, une réciprocité, une circulation énergétique. Avant, pendant, après. C'est une présence à soi et à l'autre. C'est une délicatesse. Alors, quand l'homme, où se trouve la puissance de l'homme? Et bien souvent, la puissance de l'homme, eh bien, il va devoir aller voir l'archétype du tyran dans les contes, le Barbe Bleue. Et Barbe Bleue, hein, vous savez, c'est le grand méchant là qui va séduire les demoiselles, qui a été marié à je sais pas combien de bonnes femmes, et en fait, il les tue. Hein, il les tue, c'est-à-dire qu'il vient tuer le féminin sacré, le féminin libre. Donc, on a des hommes qui, c'est que ce Barbe Bleue, c'est le summum du patriarcat. C'est les hommes qui vont lapider les femmes, qui vont les réduire à juste coucou, je bobonne à la maison, par exemple, qui vont couper
toute l'intuition de la femme, qui vont être dans des contrôles, dans des possessivités, qui vont réduire la femme à la mère. Hein. Alors souvent, l'homme cherche la mère à travers la femme. Hein. On a souvent des petits garçons qui cherchent maman et qui ont peur des femmes qui ont réintégré leur puissance. On a des hommes dans le Barbe Bleue là qui ont peur de leur vulnérabilité, de leur sensibilité, et donc qui rentrent dans des formes de contrôle, des formes de frustration, des formes d'arrogance. Hein. Alors si je vais rentrer dans des choses un peu délicates, ces hommes-là qui ont un barbe bleue ou qui ont un étalon aussi, qui sont dans des archétypes chevaleresques de l'étalon, pour moi aussi ça c'est à les revisiter, parce que si vous savez notre bassin et nos parties intimes a une fréquence. Alors que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, la fréquence peut être totalement insécure, hein, s'il y a eu des abus, ou même dans le transgénérationnel. Peu importe ce qui se cache là dans le bassin, ça peut être totalement insécure. On peut avoir des hommes et des femmes qui sont castrés, qui sont impuissants, qui sont qui sont coupés de leur plaisir, de leur désir, qui sont frustrés, qui sont extrêmement aussi timides, réservés, comme on dit, coincés du cul, qui sont fragiles. Et on peut avoir en fait des hommes et des femmes qui vous engloutissent, qui vous possèdent, qui vous harponnent. On peut avoir des sexes qui sont arrogants, qui sont violents. Et souvent d'ailleurs, moi j'ai remarqué que chez les hommes, hein, parce que plus jeune bien sûr, je n'ai pas été très sage, loin de là, hein, vous inquiétez pas, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables et j'ai fait mes expériences. J'ai rencontré souvent des hommes qui avaient des vibrations extrêmement violentes malgré eux, ou qui pensaient qu'un homme, il fallait que ça soit un étalon et que ça faisait du grand cri crac boum, et ils pensent que plus la femme crie, mieux c'est. Eh bien, c'est bien triste, mais la vérité est ailleurs. Donc là, il y a une invitation pour l'homme à rentrer dans une délicatesse, dans sa vulnérabilité, et donc à relâcher aussi la quête de la reproduction, la quête de la performance, la quête d'un résultat, la quête de est-ce que je lui ai donné assez de plaisir ou pas. On s'en fout de ça, à vrai dire, parce que quand on rentre en conscience, les choses se positionnent autrement. Et quand l'homme vient justement récupérer et rectifier ce tyran ou cet étalon, il va devenir soit un guerrier pacifique, un guerrier ouvert, avec une force canalisée, une présence magnétique et assumée, et donc assumée dans son bassin. Il va laisser l'onde de vie, il va pouvoir danser avec la femme, il n'est pas à tout prix à rechercher son petit orgasme. On va rentrer dans un moment sensible avec un sexe amoureux qui vient là se poser. On va être dans des mouvements lents et doux, voire des fois pas du tout de mouvement, on va être à l'écoute. On va être à l'écoute à l'intérieur. Et là, souvent, en fait, le bassin des deux personnes s'ouvre et il va y avoir la lumière qui commence à circuler. Il va y avoir un souffle qui commence à s'offrir. C'est une offrande à soi, en soi et à l'autre. Et donc, cet amant sensible va être capable de percevoir et d'accueillir. Il va être aussi en capacité d'offrir et d'être délicat. À la juste mesure, ça ne demande pas non plus d'être une fleurette. Il y a tout un jeu là où on vient se réguler l'un avec l'autre. Ça peut devenir aussi un magicien, un sage, où il va rentrer dans toute la subtilité, la circulation énergétique, et quand on a un plein alignement, on a un guerrier ouvert pacifique avec un âme qui a intégré aussi l'amant sensible et donc un sexe amoureux, et le magicien sage dans toute sa subtilité est là. Moi, ce jour, je ne connais pas, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. On a un homme qui est un homme tantrique. Ça, c'est beau. Donc là, l'homme, il est puissant, sans tyrannie, présent, sans contrôle, magnétique et sensible. L'homme est tout simplement à sa juste place et la femme est à sa juste place
aussi quand elle aussi est capable d'être dans cette espèce de danse aussi fragile et puissant. Alors on va un peu plus loin et je veux aller plus loin dans les archétypes. C'est-à-dire que là, je vais vous inviter à vous libérer des rôles de la princesse et du prince charmant ou sauveur. Vous allez voir comment ces archétypes, depuis la tendre enfance, on nous a raconté des histoires, et comment ces archétypes sont en fait des archétypes de manipulation, je dirais, collective, ou des archétypes de codépendance, où souvent on a quoi? On a une princesse qui est endormie ou qui est prise en haut de la tour. Voilà, elle est complètement perchée, et puis c'est une princesse perchée, c'est ça, fragile. Et elle attend, donc codépendance, elle attend un prince pour la sauver. Et bien sûr, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce château ou cette tour, en bas, il y a quoi? Il y a un dragon, une méchante sorcière, d'accord? Et le prince doit venir tuer le dragon, la méchante sorcière. Donc la méchante sorcière qui est en bas ou le dragon, c'est quoi? Ben, c'est la puissance du féminin endormi, endormi là-haut dans son inconscience. Et qu'est-ce qu'il fait le prince? Ben, il vient tuer la puissance de la femme. Il vient l'embrasser, la sauver et la mettre au château. Il vécut et eurent beaucoup d'enfants. En gros, une bonne femme domestiquée. Voilà, coupée de sa puissance. Donc, en fait, tout le monde attend le prince et la princesse charmante, mais on sait tous que quand on est dans ce genre d'attente, moi j'étais très fleur bleue, eh bien, on s'aperçoit que quand on embrasse le prince ou la princesse charmante, souvent il se transforme en crapaud. Très vite, au début c'est très joli, mais après c'est un peu moins joli. Et je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Pour moi, la relation à sa juste place est une relation où il y a de la conscience, il y a du dialogue, où on va pas tricher, où on se rend compte à tous les niveaux, surtout quand on rentre dans l'intime. Sinon, la relation, elle est belle, mais elle reste, on se rencontre presque sur tous les niveaux, mais elle reste platonique. Moi, je m'en cache pas, je suis experte dans ce domaine-là, parce que je ne peux plus me perdre dans ces voix basses où les hommes et les femmes sont des chiens et des chats. Donc, il y a besoin que les alignements soient à tous les niveaux. Pour autant, les relations peuvent être très bien, même si elles ne vont pas jusqu'à en bas de l'étage. Le en bas de l'étage, ça demande vraiment cette pénétration en conscience de beaucoup de mémoire. Ça demande un raffinement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'attire votre attention sur ce sujet-là. Parce que je pense que la sexualité est quelque chose d'absolument magnifique. Surtout quand on se permet cette approche de transformation et de vulnérabilité. Et là, on va rentrer dans une autre étape où cet intime va être inséparable de l'éveil authentique en soi et à soi. En soi, à soi et à l'autre, pardon. Alors, de quoi je parle? On vient, et je pense que quand on approche de cela en soi, eh bien, on commence à toucher des zones du monde plus larges. La sexualité n'est plus la sexualité. Il ne s'agit plus ni de sexualité, ni de plaisir, ni d'orgasme. Il s'agit de libre circulation dans le corps du souffle. Il s'agit du ralentissement du système nerveux jusqu'à ce que l'abandon soit tel que le corps est totalement ouvert. Ouvert à quoi?
Et c'est ça que je trouve fabuleux. Ça, j'ai compris ça il y a très peu de temps, avec des exercices internes qui me sont venus. Ouvert à la spiritualisation de la matière. La spiritualisation de la matière. Et ça favorise une transvortexation double flux. Je vais pas aller dans les détails, je vais dans ce type de détails-là dans mes conférences ateliers. Et donc dans la densification de la manifestation de la lumière unifiée au cœur même de la matière, qui par tout ce processus commence à se transformer et libérer les engrammes morphogénétiques. Les engrammes morphogénétiques, c'est toutes les programmations dont vous avez hérité et que vous colportez de vie en vie. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un champ morphique libre de par l'entraînement double flux. La voie tantrique dans le corps, c'est la spiritualisation de la matière et de la maîtrise de la lumière unifiée au cœur même de l'atome dense de la matière. Et là, quand on rentre dans des niveaux de maîtrise comme cela, quand deux tantrikas se rencontrent, vous vous rendez bien compte qu'ils font encore autre chose. Donc, je vois 3 niveaux, grosso modo. Je vois le premier niveau qui est basique. Je vois le deuxième niveau qui est, si on a un compagnon et on a une lignée avec lui et qu'on l'aime sincèrement, qu'il y a quelque chose de magnétique, il y a cette sexualité, ce plaisir partagé en conscience avec les massages, etc. La vulnérabilité et tout ça. Et après, il y a un troisième niveau de soi à soi, ou avec un partenaire qui n'est pas d'ailleurs forcément notre compagnon. Alors celle-là, elle est un peu compliquée. Qui est un tantrika. Et là, d'ailleurs, il n'y a même pas forcément besoin d'un rapport sexuel. Parce que la connexion, elle se passe encore énergétiquement, dans un regard, dans une présence. Mais par contre, la communion, parce qu'on rentre dans de la communion, elle est totale. Vibratoirement, elle est totale. Et elle est puissante. Très puissante. Les communions vibratoires sont extrêmement puissantes. Il y a un travail qui se fait, ça demande des maîtrises et des dépouillements et de la confiance en soi et en l'autre. Ça demande une qualité de relation, une délicatesse, vraiment une présence à être. Alors là, il faut bien comprendre que dans les deux niveaux tantriques, on rentre dans des sexualités qui sont expansives, dans vraiment des relâchements. On n'est pas dans excitation, tension. On est dans relâchement, danse, ondulation, libre circulation. On est dans des vagues. Et de plus en plus, en fait, on va rencontrer un flux montant et un flux descendant. C'est ça ma fameuse transvortexation. Qui viennent alchimiser les choses. Et donc ça devient guérisseur parce qu'il y a des très grosses mémoires qui peuvent sauter en fait. Plus on rentre, parce que on va rentrer dans un processus de Merkaba intérieur, en soi et avec l'autre, par entraînement. Et là, ça devient extrêmement puissant. Bien sûr, c'est une initiation interne et une initiation ensemble. Il y a des étapes. Et les premières étapes, ça fait monter beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup de dépouillement, de soi à soi et de soi à l'autre. Ça demande aussi le temps, le regard, le souffle, le temps de se regarder. Il y en a combien qui prennent le temps juste là de se déshabiller et on fait rien, on se regarde nu. On va s'exposer, on va dire, dans cette zone-là, j'ai tel complexe. Et là, je me sens fragile. Et je crois encore ça de moi. Et j'ai peur de cela. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de la prédation. J'ai peur. Et on va commencer à se dépouiller.
On va commencer alors l'autre à mettre une main, à mettre un souffle, un regard, peut-être un bisou, une caresse, pour venir soulager, pour venir rassurer, pour venir apprendre que l'amour n'est pas conditionné. Et là, je suis avec toi et je te vois. Et je t'ai choisi. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a pas de manipulation. Il y a de la blessure, c'est certain. On est là, deux êtres qui se tiennent dans une multitude de blessures, peut-être même qu'on ignore. Et main dans la main, on va aller dans cette fragilité, découvrir et ouvrir à la puissance d'aimer. Alors c'est même plus faire l'amour, c'est incarner l'amour. Vous entendez ce que je vous dis? C'est incarner l'amour. Et je pense que deux êtres qui incarnent l'amour et qui se rencontrent comme ça et qui font l'amour comme ça, quand ils ont des enfants, les enfants sont très particuliers. Très particuliers. Quand les gens font ce qu'ils font, c'est-à-dire de la reproduction, qui tirent leur coup, les enfants qui viennent dans l'inconscience, dès l'acte, ça crée déjà, ça installe déjà des matrices d'inconscience. Alors, je vais prendre au hasard un de mes livres de poésie qui vient travailler sur des thématiques. Je vais l'ouvrir au hasard et on va voir le texte qui sort. Alors je l'ai ouvert au hasard, c'est le livre Nouvelle Destinée. Je l'ai ouvert sur bousculement. Bon. On va découvrir ensemble parce que je ne sais pas ce que j'ai écrit. Je ne me rappelle plus. Quand les maisons se seront effondrées, quand les vagues auront tout emporté, que les glissements de terrain auront tout remodelé, là, dans ce chaos apparent, prendrez-vous conscience du sacré de la vie. À ce moment-là, genoux à terre, reconnaîtrez-vous le sublime en toute vie. La terre de lumière est faite pour ceux qui sont unis, en paix dans la gloire de l'Éternel. Tout change, évolue. La terre n'est pas un lieu d'oisiveté, de pouvoir, de séparation, mais au contraire un espace-temps dont la mission est de s'éveiller du fait que même dans la plus grande des illusions, l'amour est roi au cœur de chaque particule. Rappelez-vous cela, et votre chemin est assuré dans la divine communion. On y vient, la divine communion. Cœur en paix, il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur et changer son regard. Pourquoi créer les tempêtes de demain quand dès aujourd'hui on peut rayonner notre soleil à vie? Demeure des demeures, en toi, je suis, nous sommes un. Alors, vous savez, souvent il y a ces voix dites de lumière et d'ombre, etc., qui créent des spiritualités totalement désincarnées et de lutte, des croyances de lutte avec voilà. Et à un moment donné, il y a eu un enseignement interne qui me disait c'est fini cela. On pénètre la voie alchimique, la voie du milieu, et ce qui se passe, c'est que ça me disait toujours vise en plein centre. En plein centre. Et là, tu ne polarises ni sur la lumière, ni sur l'ombre, sur le centre, sur l'alchimie sublime, sur le point de création. Et quand il y a en fait des grandes fréquences, soit lumineuses, soit d'ombre, alors on dit laisse-moi passer, je rayonne, je ne me polarise plus, je rayonne ce que je suis depuis le centre et je ne reconnais que le point cœur, le point centre, où il n'y a ni plus ni moins, il y a cette divine alchimie en plein centre. Ce qui nous amène à aller au cœur des ténèbres et à faire du maître de l'ombre son serviteur. Là est la véritable alchimie.
Le maître de l'ombre devient l'enseignement, la voie, mais elle n'est plus à craindre. C'est pour ça que je vous dis que la souffrance se traverse pour ne plus la craindre. Je ne dis pas que nous ne souffrirons plus, mais à partir du moment où nous traversons la souffrance sans plus la craindre, sans plus mettre des compromis pour éviter, et qu'on s'incarne pleinement jusqu'au cœur du bassin et des jambes, alors nous nous permettons l'ouverture du souffle et cette divine alchimie qui fait que la puissance est assumée et on marche sur terre sans compromis. Malheureusement, les compromis ont été mis au cœur de l'enfance et on s'est construit sur des structures, on va dire, qui ont fait comme elles ont pu en fait. Il faut revoir ces structures. Il faut aller accueillir ces enfants qui ont peur. Parce que sinon, comme je vous l'ai déjà dit, nous nous retrouvons avec des adultes qui sont des enfants, qui sont peur, qui sont en sidération, en anesthésie, en amnésie, en inconscience. Et alors les autorités, les soi-disant autorités, ont un pouvoir sur les peuples. Parce que le petit enfant cherche toujours papa et maman. Et va toujours écouter l'autorité au-dessus de sa tête. Alors les gens sont des moutons, il n'y a aucune souveraineté. Alors j'ai fait une grande capsule, on est parti de la sexualité pour arriver là, mais finalement rien n'est sexuel. La sexualité à sa juste place, c'est écouter l'élan de vie. Tout se goupille parfaitement bien quand on a le verbe juste, quand on a l'honnêteté, le plaisir, la joie sans cause. Circule. Parce que la racine de l'être, c'est la joie sans cause. Et le véritable orgasme, c'est la libre circulation de la joie sans cause. La joie sans cause est la nature même de l'être. Et quand cela circule en soi et à travers un certain nombre de circuits internes, et après il y a d'autres circuits qui se mettent quand on est à deux, par le souffle, par le regard, par la présence, par le massage, par la pénétration ou pas, c'est pas obligatoire, par la danse, par le rire, par le verbe, par le partage, par la créativité, par le jeu, la joie sans cause. C'est le créateur qui savoure la créature et la créature qui savoure le créateur. Il n'y a non, le maître et le disciple ne sont qu'heure. Non, ils ne sont qu'heure, la plus intéressante. Là est la véritable sexualité. Elle est bien loin de ce que les gens font. Alors, pour clôturer cette session, je vais vous poser une question. D'abord, vous allez vous centrer, faire le vide, aller au creux de votre corps et aller prendre la température dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, dans votre corps spirituel. Regardez les croyances, les oppositions, les résistances. Regardez les frustrations, les non-dits, les envies profondes, avouées à demi-mot, les fantasmes. Est-ce que c'est mal? Non. Je dirais même qu'on commence à purger les choses quand on commence à regarder ça pour de vrai, à les accueillir, à les voir telles qu'elles sont. Posez-vous la question, si je suis très sincère avec moi, j'ai envie de quoi? À quoi ressemble l'amour? À quoi ressemble la relation? À quoi ressemble la sexualité? Prenez un papier crayon, regardez comment ça crépite en vous.
Il y a peut-être des mots qui vont venir. Moi, si je fais ça, je vais dire conscience, ludique, joie, sincérité, vulnérabilité, sensibilité, accueil, relâchement, délicatesse, puissance. Faites ce jeu-là, ou cet exercice-là. C'est quoi qui apparaît? Mais ça peut être aussi magnétisme. Et vous savez quoi? Je vous parle beaucoup de délicatesse et de subtilité, mais des fois, il y a des élans qui sont voraces, qui sont fous, qui sont tigresses ou tigres, qui sont une force brute. Ceux-là aussi, il faut les accueillir. Il n'y a pas de honte. Si c'est là, maintenant, tout de suite contre le mur, par terre, dans un brin de folie. Si c'est, j'ai un épisode de Friends qui me revient, où elle se déguise, je sais plus comment s'appelle, là, Rachel, je crois que c'est Rachel qui se déguise, ou c'est l'autre, là, qui imagine Rachel en princesse Leia. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de tabou en soi, ou plutôt, oui, il y a plein de tabous en soi, et c'est justement ça qu'il faut aller voir. Voir là où ça crée des identités, des interdits, des frustrations, et ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a envie d'être partagé. Et souvent, en fait, ce qu'on a envie de partager, en face, il n'y a pas forcément la correspondance, mais ça aussi, il faut le voir. Est-ce que pour autant c'est du rejet? Non. Faut être lucide avec ça. Il y a certaines choses qu'on peut partager avec certaines personnes et d'autres choses qu'on peut pas partager. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est un jugement? Non, c'est vibratoire. Est-ce que ça veut dire que la fréquence là, elle est mieux que cette fréquence-là? Non, c'est vibratoire. C'est vibratoire, il n'y a pas de jugement de valeur dans ces vibratoires. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça fait clips et il y a d'autres trucs, ça fait pas clips. Et avec certaines personnes, ça fait clips pour certaines choses et ça fait pas clips pour d'autres choses. Et pour d'autres choses, ça va faire clips et d'autres choses, ça va pas faire clips. Chercher à forcer ou à se... Vous savez, j'ai l'image de ces femmes. Moi, j'ai été ça à un moment donné, quand j'étais jeune. Ou ces hommes aussi, hein. Pourquoi ce serait toujours les femmes? Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont en couple et qui se forcent. Ça s'appelle du viol passif. Ou qui vont, pour avoir la paix, voilà, écarter les jambes et se faire violence et donner à l'autre ce qu'il a envie sous couvert de d'avoir la paix ou de parce que c'est mon mari ou c'est ma femme. Et que si je fais pas ça, ça veut dire que je l'aime pas. Il y a tout un chantage affectif là-dessus, il y a tout un truc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi les lois qui sont fixées par rapport à ça. Les obligations sexuelles vis-à-vis de son mari et de sa femme. Finalement, c'est une sacrée, j'allais être mal polie, mais c'est une sacrée cochonnerie, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui vont s'obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Mais c'est une violence. C'est du sacrifice. Il est où le respect, là? Faut aller voir tout ça. Tout ça, c'est des tabous. Pourtant, il peut y avoir, dans d'autres aspects de la relation, énormément de tendresse, de connivence, de profondeur.
Et des fois, il y a un quotidien qui se vit parfaitement bien avec quelqu'un, mais là on est à sa juste place, on n'a pas envie d'aller ailleurs. Ce quotidien se vit bien avec cette personne. Mais pour autant, il n'y a pas d'affinité à ce niveau-là. Au niveau le plus intime. Est-ce qu'on doit s'imposer cette intimité? Est-ce que monsieur et madame le maire a dit pour le meilleur et pour le pire? Et qu'on a un devoir sexuel vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne? C'est du viol. C'est du non-respect, c'est du sacrifice. Il y a beaucoup de concepts à revoir. Même moi, dans ce que je télécharge, dans les mises à jour vibratoires que j'ai, ça pique un peu, mais il y a beaucoup de nouvelles informations, de nouveaux concepts qui viennent pour les prochaines civilisations humaines qui aura un niveau de conscience plus élevé. Enfin, si ça arrive un jour. En tout cas, pour ceux qui rentrent dans ce souffle-là, la notion de devoir sexuel et de possessivité n'existe plus, n'existe pas. Et encore une fois, ça ne veut pas parler d'infidélité. La seule infidélité qui soit finalement, elle est vis-à-vis de soi-même. Parce que quand on se force à faire des choses qui sont des grandes violences ou qu'on n'a pas envie, pour être fidèle à un autre, c'est quoi cette histoire? Ça s'appelle du sacrifice. Faut aller voir tout ça, ça remet beaucoup de choses en question. Les codépendances, les interdépendances, les besoins de ceci et de cela, et donc où on obtempère et qu'on va venir se nier. Et après, on a quoi? Des formes de dégoût et de mépris pour l'autre. Et on va chercher à faire payer l'autre d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. La communication est essentielle. En premier lieu avec soi-même, en soi-même, et bien sûr avec l'autre. Alors posez-vous la question sincèrement. À quoi ça ressemble à l'intérieur de vous? Si vous pouviez vraiment, le corps pouvait s'ouvrir et se partager avec quelqu'un, vous aimeriez que ça se passe comment? Vous aimeriez partager quoi? Vous aimeriez vivre quoi? Et je vais vous inviter maintenant, pour clôturer ça. C'est un exercice d'ailleurs que je vais faire aussi. Dans le respect de vous-même et de chaque être, à vous poser cette question et à avoir à écrire ce qui vient. J'ai envie de vivre et de partager quoi? Avec une compagne, un compagnon, avec des compagnes, des compagnons, des amis, à tous les niveaux de la relation en fait. J'ai envie de vivre quoi? Et si je zoome sur mon intimité, j'ai envie de vivre et de partager quoi? Alors bon, bien sûr, dans mon intimité, normalement, il n'y a qu'une personne. On va éviter de bouffer à tous les râteliers, comme je vous ai dit, c'est la meilleure façon de se prendre des toiles d'araignée. Mais là, s'il y a un alignement, comme je vous ai dit, magnétique, à niveau sexuel, physique, émotionnel, mental, et après spirituel, d'accord? Alors c'est un flux qui est extrêmement rare. Mais imaginons, là, on fait une parenthèse, imaginons qu'il y ait ça. Oui, imaginons qu'il y ait les prémices, il y ait une promesse de ça. Il y a une possibilité de s'ouvrir ensemble à un chemin. Moi, je crois plutôt que c'est ça, à vrai dire. Ça tombe pas tout cuit dans l'assiette. Il y a une possibilité avec un être, parce qu'il est suffisamment conscient, suffisamment honnête,
d'avoir cette communication claire et qu'il y a l'envie d'avoir envie. L'envie, il y a quelque chose qui est stimulé là, dans la notion de femme et dans la notion d'homme. Il y a une résonance dans nos archétypes intérieurs qui s'alignent. Alors, allez regarder vos parts taquines, mais dans cette innocence de taquinerie. Allez regarder comment ça vient crépiter, comment ça a envie de crépiter. Regardez comment le corps dit oui. Où est-ce que ça se referme? Où est-ce qu'il y a encore de la peur? Où est-ce qu'il y a peut-être de la peur, mais dessous la peur, il y a un truc qui commence à frémir et à dire ah ouais, je commence à me dire que peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que j'étais une chaussette orpheline. Je vais terminer avec ça. J'ai toujours pensé que j'étais une chaussette orpheline et je pense que je le suis toujours. Donc je suis quelqu'un d'un peu particulier, vous l'avez bien compris. Et donc, à un moment donné, j'ai énormément souffert de ça. Maintenant, ça va. Enfin, ça va mieux. Et donc, il y a des années de ça, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cœur d'Uruguay, la pierre de cœur d'Uruguay. Hein, c'était un ami qui s'appelait Michel. Malheureusement, il est décédé, donc il ne fait plus ça. Eh bien, il allait régulièrement en Uruguay. Il avait l'autorisation de la famille, une famille en fait qui avait une mine d'agate et ils avaient trouvé cette agate qui était inscrite à l'intérieur quand elle s'est ouverte, inscrite avec des petits cristaux. C'est vraiment très 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 beau d'ailleurs. Et en fait, elle avait des capacités très particulières. En fait, il se dégageait des trucs un peu bizarres avec cette pierre. Et la première fois que j'ai entendu parler de cette pierre, c'était donc à l'époque, je vivais à Marseille. Et donc j'y suis allée par curiosité et la pierre s'est mise de direct à me parler. Et elle s'est ouverte pour moi. Et s'est mis à avoir cette espèce de... Je me suis mise à avoir cette connexion avec cette pierre. Où quand elle revenait en France, en fait, elle m'appelait, elle me le disait. Elle me disait là, bon ben là je suis à Aix-en-Provence. Enfin, à chaque fois qu'elle passait dans le sud, bah elle me le disait. Ou en Dordogne, il s'avérait que j'étais en Dordogne à ce moment-là, voilà, ou dans un lieu, peu importe le lieu, ça m'appelait et puis c'était toujours pile poil dedans. Et la dernière fois que je l'ai, et à chaque fois, ça faisait un petit travail. Ça venait un peu débourrer des parties d'Hélène qui étaient un peu figées. La dernière fois, en fait, que j'ai vu la pierre, qui m'a dit d'ailleurs, c'est la dernière fois. Donc c'était toujours dans le sud et j'étais avec un ami, on était arrivé très tôt, donc on est allé un peu se promener. Et remonter cette histoire de chaussette orpheline. Et j'ai senti la pierre qui est apparue, elle m'a dit t'arrêtes avec ton histoire de chaussette orpheline. Là j'ai travaillé eh bien les illégitimités à aimer et surtout à être aimé, à être accueilli. Hein. On a tous comme ça des petites choses comme ça. Alors quand vous savez vous naissez morte un dimanche de Pâques, hein, et que vous n'êtes pas accueilli, que vous êtes tout de suite mis sous couveuse, etc., ça pose déjà un premier trauma de non-accueil et d'abandon. Et d'illégitimité forcément à être aimé et à être accueilli. Alors, du coup, ça c'était un peu coriace avec moi. Et la pierre me dit tu arrêtes. Et au moment où en fait l'heure passait et ça allait être le moment où la conférence, enfin où ça allait ouvrir, alors on reprend la moto avec mon ami pour aller justement voir la pierre et on passe un pont. Et là, je deviens, vous savez, un peu hystérique sur la moto à l'arrière et je tape sur l'épaule de mon ami et je lui dis arrête-toi, 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 il faut s'arrêter là après le pont, arrête-toi. Et donc, je sais pas pourquoi, j'ai jamais foutu les pieds dans cet endroit, je sais pas pourquoi il faut s'arrêter après le pont. On s'arrête après le pont et puis là, mais j'ai ce besoin, mais urgent, il faut que je descende et je sais exactement qu'il y a quelque chose qui m'attend au pont.
En fait, à côté de la rivière, juste à côté du pont en dessous. Et là, bon, ben, on est descendu là avec mon meilleur ami et on s'est arrêté net et on a éclaté de rire. Vous savez ce qui m'attendait? Une grande paire de chaussettes de montagnards. Alors on est en plein sud, hein, de montagnards hein, qui montent jusqu'aux genoux, l'une dans l'autre, toutes neuves. Voilà, fin de l'histoire. Donc voilà, ça, j'appelle ça un petit clin d'œil cosmique où on dit bon ben là tes fausses croyances, faut arrêter avec tes conneries quoi. Parce que tant que tu te nourris ça et que tu te polarises de ça, eh bien forcément ça vient toujours alimenter un certain nombre de souffrances, d'égrégores, d'entités, d'expériences et d'illégitimité. Il y a cette invitation à ne plus tant chercher au dehors, mais à incarner, à être suffisamment ouvert pour laisser le souffle passer et ainsi avoir les rencontres, les événements à leur juste place sans forcément chercher à en faire tout un plat, à vivre dans ce présent, dans cette présence-là. Et là naît le miracle de la vie, la joie sans cause. Et chacun est à sa juste place, on va partager ce qui est juste et ce qui est mûr avec chacun. Il n'y a pas mieux, moins, plus. Il n'y a pas à se justifier. Les choses sont comme elles sont. Et venir nier cela, venir fermer les yeux sur finalement cette délicatesse et cette puissance, cette rage de vie et d'amour et cette impuissance de vie et d'amour, il faut aller regarder tout ça. Je vais terminer avec ça. Tu as envie de quoi? C'est quoi au fond de toi qui crépite? Goûte-toi, offre-toi, ose. Belle journée.